C'est ça la vraie question, si on veut protéger nos zones agricoles. Donc je voudrais que vous y pensiez, et en tout cas, voilà ma réponse. Merci, Monsieur Burle. Oui, Monsieur Barle. Oui, je ne reviendrai pas sur, par rapport à ce dossier de la plaine de Pertuis, je ne reviendrai pas sur les arguments de ma collègue par rapport à la préservation des terres agricoles. En revanche, vous évoquez le projet ITER, qui a servi d'alibi effectivement sur cette extension de la zone industrielle de Pertuis. Mais on voit bien aujourd'hui, on a rencontré avec Madame Sif et avec les associations locales la direction internationale d'ITER. Pendant un temps, effectivement, en 2019, ils avaient demandé des zones en fait, de stockage pour les matériaux qui forment le tokamak. Aujourd'hui, ils nous disent très clairement qu'ils n'ont plus du tout besoin de stocker à l'extérieur du site de Cadarache n'importe quel matériau. Et donc, aujourd'hui, en fait, l'alibi qui a servi donc, à la DUP, notamment de la part du préfet, est caduque. Et donc, cette DUP doit tomber très clairement. Et après, alors, je vois bien le travail de la commission qui se fait de manière un petit peu opaque et qui répond quand même beaucoup aux intérêts économiques avec des rencontres. Mais il n'y a pas de compromis, en fait, sur cette zone. C'est les 87 hectares qui doivent être sauvegardés. Ce n'est pas 2 tiers de béton pour 1 tiers de sauvegarde de terres agricoles. C'est l'ensemble de la zone qui doit être sauvegardée. Et en tout cas, la question d'ITER, côté préfecture, est caduque. Et donc, c'est à nous, élus métropolitains, c'est nous qui avons la main pour la sauvegarde de cette zone avec un PLUI qui doit respecter la loi de zéro artificialisation nette sur le territoire de Pertuis. Merci. Oui, Monsieur Burle. Pour moi, c'est l'avenir. Honnêtement, si la fusion, si vous voulez avoir tous des voitures électriques et des vélos électriques, je vous ai entendu tout à l'heure, il faudra qu'on ait de l'énergie. Et donc, la fusion pourrait être, en tout cas, c'est ce que moi je pense, donc chacun a son avis là-dessus. Mais en tout cas, on a dépensé des milliards et tous les pays du monde l'ont fait. Monsieur Barle. Laissez-moi. Donc, laissez-moi vous répondre. Donc, moi, je le pense comme ça. Après, vous me dites qu'elle est obsolète. Moi, je pense que l'économie, c'est pas obsolète dans cette assemblée. Si vous n'avez pas d'économie, vous n'aurez plus de sous. Que ce soit bien clair. Si demain, on veut se créer des recettes supplémentaires, il faudra quand même faire un peu d'économie. Moi, je le pense réellement et je pense honnêtement, par rapport à l'ampleur des zones qui ne sont pas travaillées dans ce pays, donnons les moyens économiquement aux agriculteurs de bien vivre, et à ce moment-là, vous verrez que la régulation, elle se fera tout à fait naturellement et on n'aura pas besoin des interventions de droite et de gauche. Merci, Monsieur Burle. Monsieur Mourin demandait la parole. Je voudrais ajouter, c'est très bien de défendre l'agriculture, mais il faut surtout défendre les agriculteurs, parce que Christian nous a bien démontré que des terres ne manquent pas, ce sont les agriculteurs qui manquent. 10 000 fermetures d'exploitation par an et un suicide par jour. Voilà où en est l'agriculture, et c'est bien les agriculteurs qu'il faut défendre. Bien sûr, Monsieur Moir. Monsieur Monteco. Je voudrais revenir à l'intervention de Mme Sif, puisqu'on parlait donc du plan du PLUI du Pays d'Aix. Oui, vous avez raison, on est en train de demander des études supplémentaires et donc d'avoir cette réunion cette commission qu'a souhaité Madame la Présidente. Mais dans le PLUI du Pays d'Aix, le zonage a été mis en 2 AU, donc non constructibles, dans l'attente d'avoir un projet crédible. Ça veut dire que, de toute façon, il faudra faire une modification du PLUI quand le projet sera avancé. Donc, il n'y a eu aucune inquiétude de voter ce PLUI du Pays d'Aix, parce que, de toute façon, on sera obligé de changer ce zonage en fonction du projet qu'on fera sur cette zone. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres interventions ? Donc sur ce dossier, les études sont en cours. La commission n'est pas opaque, c'est pas dans notre style, donc elle est très ouverte. Seulement, nous attendons simplement que les études sortent, et quand les études sortiront, eh bien à ce moment-là, on ne pourra tirer les conséquences. Et M. Burle, avec notamment Mme Ventron, je les ai chargés tous les deux de s'occuper de cela,
pourront refaire un retour et nous prendrons à ce moment-là une décision sur, effectivement, M. Buol, vous avez raison de le dire, pas que les 60 hectares d'un côté, et il faudra étudier aussi la possibilité de voir ce qu'on fait des 600 autres hectares. Donc c'est vrai que c'est une problématique globale. On a le temps. M. Monteco vient de vous dire que pour l'instant c'était protégé, donc on n'est pas du tout inquiet. Nous avançons, et nous avançons de manière concertée comme nous le faisons habituellement. Donc mes chers collègues, on va passer au vote sur ce rapport numéro 17. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc il est adopté à l'unanimité. Sur le 18, M. Vincent, vous avez demandé la parole. Madame la Présidente, mes chers collègues, juste un petit mot sur le rapport du PLUI d'Aix-en-Provence pour remercier d'abord Jean-David Ciotte et les services pour le long et fastidieux travail qu'ils ont accompli, la patience dont ils ont dû faire preuve pour arriver à ce document, qui est un document extrêmement lourd. De nombreuses réunions entre techniciens et avec le maire d'Aix ont eu lieu, ainsi qu'avec les maires du pays d'Aix. Nos demandes ont toujours trouvé une oreille attentive et nous nous en félicitons. À l'exception cependant d'un sujet qu'on aurait souhaité voir figurer au PLU et qui est d'autoriser la construction de panneaux photovoltaïques sur des terres qui ne sont pas utilisées, notamment le long des autoroutes et également sous les lignes haute tension. Je pense que c'est un sujet qui pourra être abordé dans la suite de la procédure pour faire évoluer ce dossier. Et ce sujet présente un intérêt dans la perspective de produire de l'énergie renouvelable. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Vincent. M. Ciotte. Oui, merci Jean-Louis de Temeux, merci Madame la Présidente, merci Pascal, merci à vous tous, merci aux maires, 36 maires depuis 3 ans, merci à Maryse qui m'avait demandé de faire ça quand elle était présidente du territoire. Merci à Maryse, dans quel sens? Merci pour le cadeau. Je dis merci à Maryse, c'est au cadeau. et puis Gérard qui l'avait continué, évidemment. Merci, et un vrai travail de collaboration, merci aux services de la métropole, dans leur totalité, à la fois des territoires et de la métropole, parce qu'ils ont été mettre d'accord 36 maires, de Saint-Estèphe jusqu'à Aix-en-Provence, en passant par le Puy. Les enjeux sont évidemment un petit peu différents. Voilà, sur cet aspect des zones naturelles, et notamment du photovoltaïque en zone naturelle, on a un zonage, donc on en rediscutera, qui le permet, on l'a évidemment intégré. On le fait en concertation avec toutes les communes, puisqu'il y a des impacts à la fois, on le propose, on le pousse, on l'accompagne, mais on a aussi, il faut que ça soit fait, il y a des cônes de visibilité, il y a des enjeux parfois qui dépassent, notamment et sous les lignes à haute tension, la 400 000 volts, il y a d'autres sujets parce qu'il faut qu'elles soient en sécurité, je vous rappelle les grandes lignes, donc il faut faire attention et souvent elles passent en plus à des endroits où on est dans des zones protégées, notamment naturelles ou Natura 2000, sur lesquelles il y a des impacts. Donc il faut qu'on regarde les impacts. Mais en tout cas, on a un zonage, et on en a fait, d'ailleurs, il y en a sur Aix, qui le permet. Donc évidemment, on regarde. Je vous rappelle que il y aura une suite. On en est entre l'arrêt et l'approbation. Donc il y aura la concertation publique, les négociations avec l'État, et puis on aura encore une version. Donc nous en reparlerons bien volontiers, Jean-Louis. En tout cas, merci à toi. Merci. Il n'y a pas d'autres interventions? Monsieur Boulan. Est-ce que tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Le tien? On va donner un micro à Monsieur Boulan. Ah, voilà, ouais. C'est le mystérie du maire de Ça Marseille. marche. Non, c'est bon, c'est bon. Non, pour dire ce que j'ai à dire, c'est pas utile d'avoir un micro. Simplement pour dire merci au service et au travail de Jean-David, notamment sur le travail de dentelle qui a été fait sur les OAP. C'est très important pour nous. Les communes du Pays d'Aix, chacun a pu développer ses OAP comme il le souhaitait, avec beaucoup d'écoute et de technicité, notamment quand on développe des OAP santé, bien-être, des OAP destinés à des zones d'activité destinées à l'intelligence artificielle. Tout ça, ça a été fait, je dirais, c'est un travail de couture. Et donc voilà, je voulais simplement publiquement les remercier et Jean-David en tant que responsable, tout simplement. Merci. Très bien. Bon, pas d'autres observations? Pardon, c'est pas fini. Merci, mais ça ne m'étonne pas, Jean-David, que Monsieur le maire, depuis Sainte-Réparade, soit arrivé à concerter tout le monde de manière cohérente.
Donc sur ce rapport, pas d'opposition. Donc il est adopté à l'unanimité. Alors sur le 19, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 20, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 21, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 22, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 23, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 24, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 25, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 26, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 27, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 28, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 29, pas d'observation, pas d'opposition, adopté à l'unanimité. 30, pas d'observation, pas d'opposition. Pardon, Monsieur Raymondi du 30, c'est notre... Oui, bien sûr. Pas d'opposition, pas d'observation, adopté. Sur le 31, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 32, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 33, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 34, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 35, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 36, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 37, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 38, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. 39, pas d'observation, pas d'opposition, adopté. Monsieur Amirati, du 40 au 42. Pas d'observation particulière, mais on ne peut pas ne pas flécher le rapport numéro 41 qui consiste à demander à cette Assemblée de voter. J'ai le micro, mais je m'approche. Nous allons voter une AP de 880 000 €, mais il y aura des cofinancements qui vont venir nous aider sur ces 880 000 €. Et nous répondons avec Euroméditerranée à un appel à manifestation de programme d'investissement d'avenir intitulé France 2030, démonstrateur des villes durables. Et le projet peut s'étaler sur 10 années avec un potentiel d'investissement de 10 millions d'euros, dont 1 million d'euros consacrés aux études. Donc j'ai voulu marquer quand même ce rapport qui, me semble-t-il, est de très grande importance et qui va dans le sens que nous souhaitons toutes et tous ici, c'est-à-dire démontrer que Marseille est une ville durable. Merci, Monsieur Amirati. Sur ces rapports, des demandes d'intervention sur ces rapports, pas de demande d'intervention. On va passer au vote. Pas d'observation sur le 40, pas d'opposition, adopté. Abstention, c'est noté. 41, pas d'observation, pas d'opposition, abstention, c'est noté. 42, pas d'observation, pas d'opposition, adopté, unanimité. Nous passons à la commission sociale, habitat et logement sur les rapports de M. Itier, donc du 43 au 47. Monsieur Itier, vous avez la parole et vous présentez votre rapport 43 en même temps. Merci. Bien, merci Madame la Présidente. Ce rapport est donc celui du PLH, du Programme local de l'habitat, et je voudrais d'abord vous dire que je suis très fier et très honoré d'avoir à présenter devant notre Assemblée notre premier programme local de l'habitat métropolitain. Je vous remercie d'ailleurs Madame la Présidente pour vos propos introductifs et vos applaudissements qui m'ont touché, mais je voudrais tout de suite les partager avec les élus qui m'ont aidé dans cette tâche, notamment mes collègues vice-présidents et tous les services qui m'ont accompagné dans ce travail. Ce programme local de l'habitat que nous présentons aujourd'hui est un document, vous le savez, obligatoire, et la métropole va avec lui se doter d'une feuille de route sincère et sérieuse pour notre politique habitat sur les 6 prochaines années. Ce PLH, il a été travaillé, c'est très important, collectivement, vous l'avez redit tout à l'heure, Madame la Présidente, en lien avec les 92 communes qui ont été consultées. Je veux remercier ici chacun des maires, chacun des élus communaux qui ont contribué, qui ont participé à l'écriture de ce document à travers une méthode qui, volontairement, vous l'aviez souhaité, Madame la Présidente, a donné toute sa place aux communes. Merci d'ailleurs dans ce travail aux autres vice-présidents dont les délégations sont directement liées à l'habitat et avec qui j'ai œuvré pour coordonner ce travail. Pascal, Amapola, Martial, Laure Agnès, Christian, Laurent, Emmanuel, bref, c'est tout un collectif qui a travaillé à l'élaboration de ce document.
Ce PLH, d'ailleurs, il a été longuement présenté dans les commissions, devant les groupes politiques qui m'ont invité ces derniers jours, donc je n'y reviendrai pas en détail, mais néanmoins, de très grandes lignes à vous présenter à ce stade. Notre programme local pour l'habitat, notre feuille de route en matière d'habitat, elle se construit sur un constat. Ici, dans notre métropole, en matière de logement, en matière d'habitat, nous faisons face à des défis qui sont assez immenses. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, ici, tous les mots MAUX se concentrent dans ce domaine. Des jeunes en situation d'emploi qui ont du mal à accéder à leur premier logement. Un vieillissement de la population avec la question de l'adaptation des logements à ce phénomène démographique. Un solde migratoire négatif dans notre métropole avec des actifs qui s'y logent difficilement et des cadres qui partent chercher un meilleur logement hors du territoire métropolitain. 60 000 logements potentiellement indignes, des marchands de sommeil qui s'installent honteusement pour exploiter la misère, notamment dans de grandes copropriétés, 7% de logements étiquetés en passoire énergétique, une attribution de logement social pour 8 demandes, des écarts de loyer qui se creusent entre le privé et le social, et pour achever le tout, une production neuve en chute libre. Voilà les constats. Notre défi métropolitain en matière d'habitat, nous le partageons tous, il est immense. Et un choix très clair sur la base de ce constat, c'est dégager de nos travaux. Il nous faut avant tout travailler et agir pour répondre aux besoins de notre population. Et c'est un message important que nous affirmons ici. Nous n'avons pas écrit un PLH pour créer une attractivité supplémentaire, ni pour favoriser ou inciter à l'accueil massif de nouveaux habitants, de ceux de Paris qui pourraient s'installer ici en faisant du télétravail, de ceux qui voudraient passer une retraite paisible au soleil de notre métropole. Nous avons écrit avant tout ce document et cette feuille de route habitat pour répondre aux besoins de notre population, de nos jeunes qui veulent rester dans ce territoire et de nos habitants qui peinent à s'y loger dignement. Nous y répondons donc par un PLH qui se décline en 30 actions utiles, avec, et je n'y reviendrai pas dans le détail, mais avec certaines priorités, et notamment celle de traiter nos logements existants, notre parc existant, qui se fragilise et qui, dans de nombreux endroits, vieillit mal. Ce travail sur le parc existant est inscrit dans ce document comme priorité numéro 1 de notre action métropolitaine pour les 6 ans à venir, de la rénovation énergétique, en passant par la lutte contre l'habitat indigne, en passant par la reconquête des logements vacants. Notre priorité métropolitaine, vous l'avez fixée, Madame la Présidente, sera de muscler notre jeu à l'heure de la sobriété foncière, avec des outils efficaces à destination des communes pour que chaque maire, chaque exécutif communal soit épaulé par la métropole, qui pourra donc se doter d'outils adaptés à tous ces défis, en soutenant aussi l'innovation pour laquelle nous nous engageons dans ce document. Mais nous répondrons aussi aux besoins de notre population en relançant, vous l'avez dit, la production de logements, en ajoutant les capacités et les volontés de nos 92 communes qui ont été consultées. Le cap est fixé dans le document. Il s'agit pour les 6 prochaines années, en moyenne par an, de produire 11 000 logements neufs, là où nous n'en produisons aujourd'hui que 8 500, et de produire 5 200 logements sociaux, là où la tendance, elle aussi, était à la baisse ces dernières années. C'est un volontarisme net, Madame la Présidente, qui montre une volonté de renverser la tendance en matière de production de logements et de le faire partout d'une manière équilibrée sur le territoire, en fonction des capacités de chaque commune, en fonction aussi des réalités de nos besoins, là où des gisements fonciers le permettent, mais je le dis aussi en cohérence avec nos structures de transport et les bassins d'emploi. Ce PLH œuvrera aussi pour les plus modestes avec une série d'actions spécifiques. Je pense par exemple à nos quartiers en renouvellement urbain, pour lequel, avec mon collègue Martial Alvarez, nous redisons dans ce document la forte volonté métropolitaine d'apporter du logement qualitatif partout et pour tous. Enfin, ce PLH propose une méthode, ou plutôt décline une méthode bien connue qui est votre slogan maintenant, Madame la Présidente, à la politique de l'habitat, c'est-à-dire celle de jouer collectif. Mieux loger nos concitoyens, c'est aussi mettre en action toute une chaîne d'acteurs publics et privés. Ce n'est pas la métropole toute seule qui arrivera à surmonter le défi. Et nous lancerons donc avec vous dans les prochaines semaines un conseil métropolitain de l'habitat
qui impulsera cette méthode en mettant au cœur de l'action les maires, en tirant annuellement un bilan de nos actions et en assurant une coordination permanente de tous les acteurs. Voilà la feuille de route que constitue ce PLH, mais si celui-ci présente une vertu et montre une volonté d'agir, il ouvre aussi, et c'est comme ça que nous l'avons conçu, ce PLH ouvre un nouveau cycle, celui où nous devrons débattre sérieusement d'une question. Ce document montre une volonté partagée dans le territoire d'agir en matière d'habitat et de relancer notamment la production. Mais pourquoi ici la volonté ne suffit pas en matière d'habitat? Pourquoi nos maires affrontent des difficultés à chaque fois qu'ils veulent produire? De Marseille à Sénas, en passant par Saucé-les-Pins jusqu'au Pays d'Aix, que les communes soient carencées ou non dans le cadre de la loi SRU, des difficultés que nous ne maîtrisons pas toujours ici existent et s'accumulent en matière d'habitat, en matière d'aménagement et en matière d'urbanisme. Avec ce PLH, nous montrerons donc qu'il y a une volonté parmi nous de produire et d'agir. Oui, ici, et c'est le message fort de ce document, nos maires et collectivement dans notre métropole, nous avons la volonté d'agir sérieusement en matière d'habitat. Et en ayant affirmé cette volonté, nous allons maintenant regarder tous ensemble l'essentiel et regarder les vraies difficultés. Nous allons regarder les vraies causes et notamment, c'est un message collectif que nous pourrons porter auprès des services de l'État, dont les injonctions contradictoires dans ce domaine sont devenues insupportables. Vous l'avez compris, en quelques lignes, ce premier PLH marque un tournant dans notre politique d'habitat métropolitaine. J'espère que le vote et les débats qui vont suivre encourageront ce tournant et nous ferons franchir, Madame la Présidente, en matière d'habitat, une nouvelle étape. Merci, Monsieur Itier. Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. Donc, Monsieur Amico, Madame Lefebvre et Monsieur Amiel. Donc, Monsieur Amico, vous avez la parole. Madame la Présidente, mes chers collègues, la métropole produit enfin un programme local de l'habitat qui va permettre d'avancer maintenant sur des questions centrales du logement qui sont nombreuses et complexes dans une situation de crise que nous connaissons. Mais il permettra aussi, entre autres, de rendre opérationnelles certaines décisions ou votes déjà pris. Par exemple, celui sur la mise en place de l'encadrement des loyers sur Marseille, soumis à l'existence de ce document de programmation. S'il existe aujourd'hui, il faut en remercier avant tout les services et agents des collectivités de la métropole, et je le fais plus particulièrement pour les agents de la ville de Marseille, au vu de la masse et de la qualité du travail fourni dans des délais plus que serrés. Vous nous proposez donc aujourd'hui d'arrêter les travaux de constitution de ce programme, ouvrant ainsi la période de 2 mois pendant laquelle les communes vont pouvoir vous donner leur avis. Pour éclairer quelque peu cet avis, il y a déjà quelques éléments qui peuvent être retenus, certains positifs, d'autres peut-être un petit peu plus regrettables, ou qui demandent surtout à être précisés. Des éléments positifs d'abord. Tout d'abord, le constat partagé que la crise du logement frappe toutes les communes de la métropole et que toutes doivent y apporter des réponses précises. La production de logements programmés repart à la hausse, ce qui est une bonne nouvelle, plus 23% hors Marseille. L'objectif est ambitieux. Il est vrai que nous repartons de loin, moins de 8 500 logements livrés en 2021, à comparer à cet objectif annuel de 11 000. La prise en compte aussi comme élément prioritaire du traitement de l'habitat ancien, voire indigne, et nous y reviendrons aussi dans une prochaine délibération de ce même Conseil métropolitain. Près de 60 000 logements sur la métropole, 8% des résidences principales, dont 40 000 à Marseille. Ensuite, le constat que la métropole a repris les objectifs dans ce PLH de la ville de Marseille, qui, à elle seule, représente près de 48% de son parc de résidences principales et 41% de la production annuelle figurant dans ce programme. Ces objectifs sont répartis par arrondissement en toute transparence. Le constat enfin que l'augmentation de la production à venir au sein des 11 000 logements annuels envisagés touche à la fois le pôle métropolitain, Marseille-Aix, mais aussi de manière significative par rapport à leur parc, les autres pôles, qu'ils soient de développement, d'équilibre ou de proximité. D'autres éléments sont peut-être un peu plus regrettables. La production de logements sociaux, toutes catégories confondues, si elle représentera 43% de la production annuelle à l'échelle de la métropole, le sera à Marseille pour 48%. Le rattrapage hors Marseille aurait pu peut-être être un petit peu plus prononcé.
C'est une production potentiellement insuffisante hors Marseille, car même si on voit poindre ces hypothèses de rééquilibrage nécessaires, ne serait-ce que pour respecter les objectifs SRU, et on ne peut que s'en féliciter, nous voyons aussi apparaître dans les objectifs 500 logements sociaux par an, non territorialisés, pour attraper des chiffres sans trop s'engager sur leur lieu potentiel de réalisation. Cette production mériterait aussi, en ce qui concerne les logements locatifs produits par les bailleurs sociaux, d'être centrée sur des objectifs plus ambitieux pour répondre aux besoins très sociaux. 30% de PLAI partagés à l'échelle des territoires, alors que nous en sommes à 40% sur Marseille. On voit par ailleurs apparaître des hypothèses très significatives en acquisition-amélioration, 600 logements par an, en conventionnement de logements privés, 400 logements par an, en accession sociale, 600 logements par an. Celles-ci, bien qu'étant tout aussi volontaristes, ne sont que peu ou pas du tout territorialisées non plus, ce qui affaiblit quelque peu les certitudes. Des éléments devant être précisés. Nous sommes à l'évidence à un tournant. Nous nous fixons des objectifs. Il faut maintenant que chacun prenne ses responsabilités pour les mettre en œuvre. Les objectifs de ce PLH sont issus de la compilation des engagements par chaque commune. Cependant, ce ne sont pas seulement les communes, mais aussi la métropole elle-même qui portera une large part de responsabilité qu'il faudra prendre pour parvenir à les respecter. Elle doit permettre maintenant, au travers de l'adaptation des PLU, d'augmenter significativement les constructibilités et favoriser le logement social. Les modifications, révisions, servitudes de mixité sociale, OAP, ou toutes les autres démarches permettant localement le maintien ou l'augmentation de ces constructibilités, mesures peut-être à prendre quelquefois dans le cadre de procédures d'urgence, deviennent prioritaires. Certes, nous sommes souvent dans des situations d'injonction contradictoires, mais nous devons en sortir maintenant toujours dans le sens du maintien ou de l'augmentation de notre production. La métropole doit aussi assurer les communes qu'elle mettra en place les équipements publics de sa compétence, permettant aux nouveaux logements et surtout à leurs habitants de s'intégrer dans une véritable logique urbaine. La question des transports en est un bon exemple assez central. Elle doit aussi, avec les communes, mettre en place d'urgence une politique foncière volontariste qui fait cruellement défaut dans une ville comme Marseille depuis de nombreuses années et qui est loin d'être étrangère à la très grave crise que nous vivons. Nous ne pouvons pas constater non plus que le seul aménageur métropolitain, Soleam, n'a plus devant lui d'opérations d'aménagement très significatives permettant à cette production de prendre forme rapidement. C'est donc bien sur cette question des moyens qui se retrouvent aussi dans les dispositifs d'aide vis-à-vis du parc existant que les choses doivent évoluer rapidement et de manière volontariste. Ce PLH doit être considéré comme un document vivant qui nous amènera régulièrement à réinterroger nos dispositifs opérationnels afin de s'assurer de leur pertinence. Lors des États généraux du logement, le maire de Marseille, le vice-président de la métropole et le ministre du Logement ont signé une charte qui reprend la plupart de ces objectifs opérationnels. Le comité partenarial marseillais de l'habitat, qui se met en place, en sera quelque peu le garant en ce qui concerne la ville-centre. J'ose espérer que le même comité partenarial métropolitain, qui semble vouloir se dessiner, permettra en toute cohérence lui aussi de suivre la mise en œuvre de ces moyens indispensables à la réussite du PLH. Nous voterons favorablement à l'arrêt de ce PLH. Merci, M. Amico. Madame Lefebvre. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais aussi à mon tour remercier les services ainsi que les partenaires qui ont œuvré pour l'élaboration de ce premier PLH métropolitain. Ça a été dit, donc ce PLH métropolitain qui constitue le cadre de planification et d'intervention pour les 6 années à venir en matière d'habitat. Bien évidemment, quelques observations. Nous pensons que la crise de l'habitat est aussi celle et surtout celle du logement public. Et nous avons d'ailleurs pu le dire à l'occasion de la concertation qui a été menée et à laquelle nous avons bien évidemment participé. Vous le savez, le PLH est un outil essentiel pour aller vers plus d'égalité, plus de solidarité au bénéfice des habitants de nos communes. Dans ce contexte, ce qui nous interpelle dans le diagnostic et qui a été souligné en commission, c'est qu'à ce jour, très peu de communes de la métropole soumises à la loi SRU ont un pourcentage de logements sociaux conforme aux objectifs de la loi.
Et sur ces communes soumises à la loi SRU, une quarantaine ont un taux de logements sociaux qui est inférieur à 10%. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre qui est affirmé dans le diagnostic et qui engage les communes en rattrapage SRU à un effort de production dans une démarche volontariste au cours des 6 prochaines années. Ce PLH confirme donc la nécessité et l'urgence d'une répartition plus solidaire des logements sociaux sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les habitants de nos territoires, qu'ils soient agents des services publics, enseignants, infirmiers ou encore salariés d'entreprises de taille diverses, à temps plein ou à temps partiel, doivent pouvoir se loger convenablement et dignement. Enfin, il convient également d'avoir une attention particulière pour les jeunes qui quittent bien souvent nos communes, qui quittent bien souvent notre métropole, faute de logements à loyer abordable. Malheureusement, le contexte inflationniste que nous constatons, que nous connaissons avec ces augmentations de prix, que ce soit pour l'énergie, l'alimentation, les matières premières, induit mécaniquement pour beaucoup de familles une baisse conséquente du pouvoir d'achat. Cette situation vient s'ajouter aux difficultés qu'éprouvent nombre de ménages pour pouvoir se loger. Bien sûr, un PLH n'a pas vocation à tout régler, et même si, après lecture, l'ensemble de ces paramètres semble être pris en compte, nous veillerons à ce que les engagements pris dans le document permettent de répondre à l'ensemble des besoins en logement de nos populations les plus démunies, et ce, de manière solidaire sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous avons bien conscience des difficultés parfois structurelles qui persistent pour certaines communes, notamment en matière de foncier, mais c'est justement en raison de ces difficultés que chaque commune doit pouvoir se voir octroyer les moyens nécessaires afin de trouver des solutions. Et l'État, dans ce cadre, doit assumer toutes ses responsabilités pour répondre notamment à l'enjeu central de l'aide à la pierre. Le diagnostic de ce PLH confirme donc les déséquilibres croissants qui compliquent les parcours résidentiels. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre de vue qu'une partie de la solution réside, je le disais et je le réaffirme, dans une répartition plus équitable et plus solidaire des logements sociaux sur l'ensemble du territoire métropolitain. Madame la Présidente, vous l'aurez compris, ce sujet appelle beaucoup de commentaires, et même si aujourd'hui nous voterons ce premier PLH, vous pourrez compter sur notre détermination, sur notre vigilance et sur notre participation active pour la suite. Merci Madame. Monsieur Amiel, Monsieur le maire. Merci Madame la Présidente. J'ai la charge de représenter les 33 maires de Provence par rapport à ce PLH. Et d'abord et avant tout, je voudrais remercier David Itier, ses services et les élus qui ont participé pour la construction de PLH, surtout en matière de méthode. C'est-à-dire qu'il eût été facile de faire partir les choses d'une façon verticale, du haut vers le bas, et d'imposer aux communes telle ou telle règle, tel ou tel comportement. C'est l'inverse qui s'est produit. Et ça, du coup, ça a été véritablement un travail coopératif qui est remonté depuis les maires, depuis les communes, bien évidemment, vers le service en charge de ce PLH. Alors, d'entrée de jeu, je dirais que nous allons voter ce PLH parce qu'il a plusieurs mérites. Et le premier, et de loin le plus important, c'est d'exister. Combien de fois nous a-t-on opposé le fait que nous n'avions pas de PLH, que nous étions vraiment mauvais dans le sud de la France et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône et au niveau de la métropole, et que décidément on ne méritait absolument pas quelque aide que ce soit. Au moins, nous ne pourrons plus nous voir opposer ce type d'argument, et rien que ça, il faut s'en réjouir. Beaucoup de choses ont été dites par M. Amico, par Madame Lefebvre, bien entendu par David Itier, et que je partage dans les grandes lignes. Je voudrais peut-être juste attirer l'attention sur un point, pour ne pas être trop long ni redondant.
c'est celui de la production de logements sociaux. Si je partage bien entendu ce qu'a pu dire Madame Lefebvre, je peux aborder la question d'une façon relativement subjective en disant que je fais partie de ces communes carencées, pointées du doigt, stigmatisées, voire punies par les services de l'État. Et ce que je souhaiterais, c'est que ce PLH, qui s'annonce comme un nouveau point de départ, inaugure aussi une nouvelle méthode avec les services de l'État. Pour avoir été de ces maires qui sont passés devant les services, devant monsieur le préfet, ou en tout cas son représentant, le sous-préfet, pardonnez-moi de le dire, on avait parfois l'impression de passer devant le tribunal de l'Inquisition. Pour ce qui est de, personnellement, sur la commune que je représente, même si on n'est pas là pour parler des peines Mirabeau, la volonté est bien réelle de faire du logement social. Et je veux simplement mettre en avant les difficultés que l'on peut rencontrer. Je vais prendre un exemple. Nous avons un projet, excusez-moi du peu, de 1000 logements. Alors, pas 1000 logements sociaux, c'est vrai, mais de 1000 logements avec la possibilité de rattraper le nombre ou le temps perdu. Bon, ce projet qui se situe bien évidemment, vu le nombre, sur plusieurs hectares, à la limite de 3 communes que sont Vitrolles, Saint-Victoré et les Pennes Mirabeau, excusez-moi du peu, a été zadé, comme on dit, à l'époque, avec le préfet de l'époque, en 2008. Il démarre à peine, et encore, la partie la plus importante, en l'occurrence de logements sociaux, sera retardée par rapport justement à la question du PLU sur lequel on a beaucoup travaillé. Et au passage, je remercie Jean-David Ciotte et les services de la proximité, de la réactivité, puisque jusqu'à hier soir, voire ce matin, on était encore en train d'apporter quelques modifications, certes marginales, mais importantes pour continuer d'avancer. Donc effectivement, la loi est ce qu'elle est. Il y a la loi SRU, il y a la loi 3DS qui a apporté un certain nombre de modifications. Ce à quoi j'aspire, et je pense représenter pas mal de mes collègues, y compris de collègues ayant des carences en matière de logements sociaux, c'est une co-construction, je dis bien une co-construction, avec les services de l'État. Nous pouvons apporter notre volonté de faire, eux peuvent nous apporter leur expertise dans certains domaines et peut-être, un peu de fluidité, un peu de souplesse dans la méthode. D'autant plus que si on applique la loi stricto sensu, effectivement, les communes carencées sont punies avec une certaine rigueur, mais pas seulement avec des pénalités financières, même si c'est celle-ci, bien entendu, que nous redoutons le plus. Mais aussi, c'est la question du droit de préemption, c'est aussi les questions d'attribution. Et Dieu sait que c'est un sujet sensible, la question de l'attribution au niveau des maires, surtout lorsqu'au niveau d'une ville, il y a un contingent important de personnes éligibles au logement social. Le contrat de mixité sociale est effectivement un outil que, pour ma part, je signerai, comme je l'avais d'ailleurs signé à l'époque, en 2014, et il devrait permettre de faire avancer les choses, si elles ne sont pas appliquées d'une façon trop rigide, avec souplesse, d'autant que, je dirais, la logique du stock et du flux ne sont pas prises en compte. Le flux, c'est l'effort auquel les maires consentent pour faire avancer les choses. Le stock, c'est l'existant. Pour parler en termes simples, excusez-moi de prendre encore l'exemple de ma ville, lorsque j'ai été élu maire, il y avait 3% de logements sociaux en 2001. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de 10 pour apporter le chiffre limite qu'évoquait à l'instant Madame Lefebvre. Certes, on peut faire plus, on peut faire mieux, mais encore faudrait-il que, et ça a été évoqué par 2 intervenants sur 3, encore faudrait-il que l'État ne nous envoie pas des injonctions contradictoires, voire parfois des approches complètement schizophréniques. Quand on nous dit, par exemple, 0 artificialisation nette, très bien, où on fait les logements. Et là,
on entend bien entendu le dogme de certains urbanistes, monsieur le maire, et je l'ai entendu dans la bouche d'un haut fonctionnaire public il n'y a pas si longtemps, avec lequel l'échange avait été un peu âpre. Monsieur le maire, faites de la ville sur la ville. Détruisez... Non, attendez, c'est pas fini. Détruisez vos vieux logements insalubres pour faire des immeubles à la place. Quand je vois les logements insalubres sur la commune des Pennes-Mirabeau, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on voit le prix du foncier et auquel les maisons dédiées logements sont vendues, on se dit que quand bien même on aurait la volonté de suivre cette injonction, que simplement ce ne serait pas possible. Donc voilà, c'est pas un plaidoyer pro-domo que je viens de faire, hein. C'est simplement le fait de dire on peut travailler, on peut avancer, mais il est certain que la co-construction avec les services de l'État, j'allais dire avec la métropole, mais ça, enfin, pour moi en tout cas, c'est ce qui posera le moins de problèmes et quelque chose d'absolument indispensable. Bien entendu, il faut croiser ça avec une autre problématique qui a été abordée, c'est les questions de mobilité. C'est bien beau de construire du logement, encore faut-il pouvoir se déplacer et aller vers les bassins d'emploi à proximité des dits logements. Voilà, excusez-moi, une fois n'est pas coutume d'avoir été un peu long, mais je crois que là, il y avait beaucoup de choses à dire et du pain sur la planche. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Monsieur Amirati. J'interviens au nom du groupe centriste, écologiste et métropolitain. Alors, moi je conseille à la régie, si possible, d'augmenter un peu le son, parce que bientôt je vais expectorer, ça va être un triste spectacle, si je hausse le ton, ou absorber cette petite bonnette devant moi. Est-ce qu'il est possible de monter un peu le son? Merci beaucoup. Voilà. Alors... Nous avons des motifs de satisfaction au groupe dans la mesure où nous avions demandé 3 choses. La première, c'est que ce document soit réaliste et que nous retournions l'entonnoir, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était une discussion entre, ça a été dit d'ailleurs par David Itier, c'était une discussion entre la métropole et le préfet, des chiffres étaient arrêtés, après on se tournait vers les maires et on dit voilà, il faut que vous produisiez, il faut que vous fassiez l'effort, regardons ensemble. Et à l'arrivée, on arrivait sur un document totalement insincère où les maires finissaient par dire, je parle pour moi, finalement, écoute, dis-moi combien tu veux que je te marque de logement, et on n'en parle plus. Et là, l'entonnoir a été retourné, on est parti de la volonté des communes, de la volonté sincère des communes. Ce faisant, l'exécutif, je le fais remarquer, aussi bien la présidente que David Itier, prenait un risque considérable. Le risque, c'était qu'il remonte des communes des fiches avec des productions de logements qui soient très en deçà de celles qui veulent refléter notre ambition et surtout les besoins de notre population. Donc, ça fonctionnait. C'est un vrai risque. Merci d'avoir entendu notre demande pour prendre ce risque. Là, et donc on y voit aussi une confiance portée au maire, c'est une évidence. Ensuite, la deuxième demande du groupe, c'était d'atténuer dans le document martyr du PLH la corrélation entre la croissance démographique, l'ambition démographique, et pour que nous puissions avoir des chiffres vraiment décorrélés, parce que si on corrèle les uns aux autres, on arrive à des taux de démographie et donc de logement nécessaires qui ne reflètent pas tout à fait la réalité et surtout qui ne tiennent pas totalement compte de la priorité de la demande locale. Ça a été là aussi dit par David Itier, il faut que nous logions les gens qui sont sur nos listes d'attente dans nos CCAS. C'est primordial. Et puis, notre coprésidente, Mme Ventron, a souhaité aussi que l'objectif de 16 000 logements par an à réhabiliter soit inscrit dans le plan climat air énergie métropolitain, et ceci a aussi été retenu par le PLH. Ceci dit, nous voici tous, et je pense qu'il convient de le rappeler,
au pied du mur. C'est au pied du mur que l'on voit le maçon. La formule est banale, mais c'est tellement vrai ici. Nous avons l'obligation donc de nous donner les moyens de passer de l'ambition à la réalisation. Et de ce point de vue, la création d'un observatoire pour le suivi de ce PLH, un observatoire paritaire, y compris avec les services de l'État, me semble un outil d'une extrême transparence et un outil de suivi qui peut nous garantir un vrai succès pour le PLH quand nous ferons les bilans. Je voudrais préciser que les efforts de production que vous voyez dans les fiches communales ne sont absolument pas le fruit de pénalités financières liées à la loi SRU. Car nous avons bien compris depuis longtemps que plus nous produisions de logements, plus nous aggravons notre situation par le mécanisme du flux et stock évoqué par Michel Amiel, et plus nous produisons aussi de sanctions. La commune que j'administre, à titre d'exemple, a produit, si je compte les 470 dans ce PLH ici, sur une commune de 10 000 habitants, si je compte aussi les 500 produits il y a à peine quelques petites années, nous aurons produit près de 1000 logements en 10 ans. Pour autant, notre insuffisance en logements sociaux sera passée de 734 logements à presque 1000 logements. Plus nous produisons, plus nous sommes pénalisés. Et c'est vraiment, j'ai insisté là-dessus, ce n'est pas les pénalités financières qui ont fait ce PLH, c'est la volonté des maires de produire du logement pour la population. Et puis je voudrais aussi alors dire que ce que j'ai entendu, il faut maintenir la production de logements dans un contexte d'injonction contradictoire. Tout le monde a cette volonté, mais c'est quand même une méthode couée, ça. Les injonctions contradictoires, c'est quelque chose qui est devant nous, dans chaque commune. On maintient nos zones agricoles, et on a la volonté de maintenir nos zones agricoles, et produire du logement, ça veut dire quoi pour moi ensuite? Car je signale, et c'est important, me semble-t-il, de le dire ici, que dans les années qui viennent... Mes chers collègues, s'il vous plaît, un peu d'attention sur ce... Dans les années qui viennent, un certain nombre de communes n'auront plus aucun espace dédié à des zones AU. Plus aucun espace. Donc c'est de la méthode Coué de dire il faut maintenir la production de logements malgré les injonctions contradictoires. Et puis alors, c'est assez, moi je trouve ça assez ironique, enfin c'est assez amusant, ce que dit le préfet. Le préfet vient de dire à notre ami Michel Amiel, détruisez les immeubles insalubres pour en faire du neuf. Est-ce qu'on fait ça sur toutes les villes de la métropole? Je ne sais pas comment chacun appréciera cette injonction sur la ville de Marseille. Donc, je termine en indiquant que ce document a été construit chaque jour avec la volonté de mettre le citoyen métropolitain au centre de tout, et notamment nos concitoyens les plus en difficulté, et toutes choses qui font que nous voterons favorablement ce rapport. Merci, M. Amirati. Je vais demander parce que j'ai encore quelques interventions, de bien vouloir être concis, si c'est possible. Monsieur Vidal. Merci. Oui, Madame la Présidente, je vais être concis parce que beaucoup de choses ont été dites. Alors, mes 45 ans de mairie me permettent de dire qu'on a basculé d'un coup. Parce qu'au début, les villages, lorsqu'ils voulaient quelques logements sociaux, on répondait non. On ne construit pas de logements sociaux dans des villages, on ne fait que dans les grandes villes. Et d'un coup, on est passé à 25%. Et pour compléter ce qu'a dit notre ami Amirati, ça va encore plus loin. Car pour rattraper, même si tu construis que des logements sociaux, quand tu en construis 100, ça t'oblige à en faire 25 de plus. Quand tu as fait les 25 de plus, ça t'en fait 5 de plus. Et quand tu as fait 5 de plus, ça t'en fait 40 de plus. Donc je dirais qu'il y a un vrai problème de loi. Et pour faire bref, puisqu'on a maintenant cette loi, on va peut-être pouvoir discuter avec l'État sur des problèmes de contradiction des services de l'État. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit.
On nous demande de construire, mais nous, on nous a supprimé 7 hectares constructibles. Donc, où on les met, comment on les met, plus les zones, etc., etc. Et autre point qui va peut-être pas faire plaisir à certains, on est quand même dans une difficulté aussi lorsqu'on dit de réhabiliter, j'en terminerai par là, réhabiliter des logements vacants. Nous, on a quelques logements vacants dans le village. Mais lorsqu'on va voir le propriétaire et qu'on lui dit on va vous aider, vous avoir des subventions, vous avez ceci, il nous dit non, non, je ne veux pas de logements sociaux chez moi. Je ne veux pas de logements sociaux chez moi. Car pour les propriétaires, je parle des petits propriétaires qui souvent ont acheté pour compléter leur retraite, etc., se retrouvent dans la situation qu'on vient de vivre il y a 48 heures quand même, où un propriétaire se fait squatter pendant 2 ans son appartement, arrive à le récupérer, et il vient d'être condamné à verser 2000 € par tête de pipe des gens qui l'ont squatté. Et vous voulez que les propriétaires créent des logements sociaux, il y a peut-être là un problème. Alors, qu'il y ait des droits par rapport aux locataires, comme on l'a fait, mais comme je le pense dans mon histoire de gauche que j'ai vécue, on est souvent devenu de l'assistanat et on a un peu la bascule qui est passée de l'autre côté, où aujourd'hui les pouvoirs sont passés un peu trop de l'autre côté. Il y aurait peut-être un rééquilibrage à faire entre le petit propriétaire et les locataires. Merci. Merci, Monsieur Vidal. Monsieur Pénat. Court, Monsieur Pénat, court, concis. Oui, merci Madame la Présidente de me donner la parole. Moi, je me félicite de ce programme local de l'habitat. Parce que ça a été dit par la personne en charge de ce dossier, c'est un acte politique. C'est la première fois, je ne dis pas qu'avant rien n'a existé, mais c'est la première fois que sur notre territoire, il y a un tel acte politique. Et pourquoi c'est important ? C'est important pour nous tous, pour travailler ensemble, mais pour moi, c'est important vis-à-vis de l'interlocuteur qu'est l'État. Que l'État se rende compte que sur ce territoire, nous prenons la problématique du logement dans toutes ses dimensions, pas seulement le logement social, car on manque beaucoup de logements intermédiaires aussi dans ce territoire. Nous prenons au sérieux, nous en faisons une question politique prioritaire et majeure. Je pense que ça va aider les maires, ils n'en sont peut-être pas tous convaincus encore, parce qu'effectivement, ils sont soumis à des contradictions de la législation, de la vie quotidienne qui est réelle, mais seuls, ils n'y arriveront pas, si je puis dire. Ensemble, cela a été dit autrement, nous pouvons mieux y arriver. Nous pouvons ensemble trouver des solutions métropolitaines ou essayer de les proposer aux interlocuteurs étatiques eux-mêmes. Et je termine là-dessus. Tout le monde le dit dans ce pays. On a besoin d'un plan Marshall en matière de logement au plan national. Pour l'instant, ce gouvernement hésite. Ce gouvernement ne fait pas, selon moi, ce qu'il pourrait faire. Je dirais même mieux, quand vous regardez la loi résilience et climat, dont beaucoup se félicitent, moi-même par certains aspects, je vous dis que c'est une bombe à retardement en termes de rénovation de logements et demain de ceux qui seront possibles à vendre ou à louer, ce qui créera encore une pénurie de logements sur le territoire national et notamment notre territoire, dont nous avons fait là un acte politique majeur et moi je m'en félicite. Merci Monsieur Pénat. Monsieur Maranda a demandé la parole. Oui, quelques mots pour critiquer un peu de silence, s'il vous plaît. Voilà. Parce que nous avons entendu beaucoup de choses sur ce PLH et je voudrais apporter une petite note particulière qui préoccupe aussi beaucoup nos concitoyens et qu'il faut prendre en compte. Votre PLH, vous le dites, et on peut s'en étonner d'ailleurs, n'est pas fait pour augmenter l'attractivité de notre territoire, ni pour accueillir les Français d'autres régions. C'est ce que disait en préambule M. Itier. C'est clair. En revanche, il faut encore et toujours augmenter la production de logements sociaux qui, on le sait, ne profitent pas en priorité
à ceux qui le méritent par leur travail et leurs ressources insuffisantes et qui les attendent depuis toujours. Et oui, allez, Laissez-le parler. Mais si je ne le dis pas, personne ne le dit. Et c'est ce que veulent veulent beaucoup de nos concitoyens qui ne peuvent pas s'exprimer. Pardon ? Allez-y, monsieur Baranda, allez-y. Ben oui, c'est ce que je suis en train de faire, madame. Merci. Mais ces logements sociaux, le plus souvent, donc je disais, ne sont pas donnés à ceux qui les méritent et qui les attendent depuis longtemps, mais souvent à de nouveaux arrivants, à condition bien sûr qu'ils ne soient pas français, contribuant ainsi à être une des pompes aspirantes de l'immigration. Et c'est d'ailleurs pour cela que la gauche vous soutient dans cette démarche, eux qui veulent avant tout la disparition de notre identité et la dégradation de notre patrimoine territorial, nos biens paysagers, nos traditions d'accueil et de bien vivre. Nous ne vous soutiendrons pas dans cette démarche, vous le savez, car nous sommes aussi opposés à la loi SRU, tant que ces critères d'attribution des logements sociaux ne seront pas redéfinis. C'est qui, nous ? Actuellement, vous le savez, et ça a été d'ailleurs déjà dit, plus on fait de logements sociaux, plus il en manque et plus il en faut.